Vous êtes sur New World TV, vous êtes dans le monde en 7. Nous sommes le samedi 11 février 2023. On va faire le tour d'horizon de quelques sujets de l'actualité de la semaine. Nous parlerons de l'Afrique avec cette tournée du chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, qui a proposé ses services pour combattre le terrorisme dans le Sahel. On ira également du côté de la Côte d'Ivoire. Le prix Houphouët-Boigny a été décerné à l'ancienne chancelière allemande Angela Merkel. Et en seconde partie, le Togo, nous parlerons justement de ce fameux rapport de la Cour des comptes, rapport qui fait grand bruit dans l'opinion. Le gouvernement s'en félicite puisque la Cour estime que le gouvernement a fait une gestion qui respecte les standards, mais ce n'est pas vraiment l'avis de l'opinion. On interrogera sur tous ces sujets. Mes deux invités du jour, c'est Kosigan Akwete, président de l'Association des jeunes pour le développement. Kosigan Akwete, bonsoir. Bonsoir Sam, il y a longtemps, on ne s'est plus vu. Oui. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Niwa TV. Je voudrais m'incliner devant la mémoire de la mère de Djad Fozis, un des artistes phares du reggae togolais, qui a perdu sa maman la semaine passée. Que le Seigneur leur donne le courage pour affronter cette dure épreuve. Et je voudrais aussi saluer le ministre Kokoroko pour le travail titan qu'il abat en faveur des étudiants et de l'éducation togolaise, de l'éducation nationale togolaise. Il fait du bon travail. Félicitations à lui et pour que j'invite les autres ministres à suivre son pas pour le développement du Togo. Merci beaucoup. Djad Fozis, c'est vrai, ça fait longtemps qu'on n'entend plus cet artiste. Tout à fait. Il est plus en Allemagne qu'au Togo. Mais depuis l'Allemagne aussi, il continue par faire les sorties de ses singles et de ses albums. Même l'année dernière, il est revenu sortir un album. Et malheureusement, il a perdu son maman. Et comme c'est le fils unique, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui reposent. Et c'est un peu plus compliqué. Mais nous demandons à Dieu de lui donner le courage pour affronter ce moment difficile. Et que nos prières puissent l'accompagner. Merci beaucoup. Voilà. Tous nos encouragements à Djad Fozis. Face à vous, Marcel Agbessinou, vous êtes journaliste, vous êtes également juriste. Bonsoir. Bonsoir Sam et bonsoir à nos téléspectateurs, téléspectatrices qui nous suivent depuis les tréfonds du continent, sans passer par le Mali et la Côte d'Ivoire. Mais pour terminer, permettez-moi de citer un grand homme que nous appelons Gambetta, Léon Gambetta, qui disait que on vient au pouvoir avec son parti politique, mais on administre avec les compétences. Et c'est pas ces formules lapidaires et en apparence anodines que j'aborde le plateau avec fierté d'ailleurs de vous retrouver avec mon aîné qui est toujours quelqu'un à qui nous avons profité de cette sagesse tout à l'heure dans l'émission. Merci beaucoup. Et ça promet avec les sujets que nous avons. On prend donc tout de suite la direction du continent avec cette tournée du chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov. Il a visité quelques pays, à commencer par le Mali. Sergueï Lavrov a réaffirmé la détermination de la Russie à accompagner les pays du Sahel à faire face à l'hydre du terrorisme. Est-ce qu'on peut dire simplement que là où certains pays de l'Occident ont échoué, la Russie sera désormais la solution? En tout cas, on va écouter dans ces courts propos Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères. La lutte contre le terrorisme est bien sûr d'actualité pour les autres pays de la région. Nous allons leur apporter notre assistance pour surmonter ces difficultés. Cela concerne la Guinée, le Burkina Faso et le Tchad, et en général la région sahélo-sahélienne et même les pays riverains du golfe de Guinée. Alors, Kosigan Akwete, quand on écoute Sergueï Lavrov, on a un peu l'impression que la Russie comprend les enjeux sécuritaires qu'il y a dans les pays du Sahel. Tout à fait. Vous avez constaté que le discours de Sergueï Lavrov repose d'abord sur le respect de la souveraineté des pays africains et un apport volontiers des équipements militaires et des solutions militaires pour contrer les terroristes. Ce qui, contrairement
aux faits, aux agissements de l'Occident qui cherche toujours à imposer ses dictats à nos pays et veulent toujours tirer le meilleur profit de nos ressources contre les maigres aides militaires et propositions de stratégie militaire à contrer les assauts des terroristes. Et aussi, il ne faut pas qu'on oublie que c'est l'OTAN, c'est-à-dire que c'est toutes les puissances occidentales qui ont orchestré ce que nous vivons, le drame que nous vivons aujourd'hui, le terrorisme. Mais ils n'ont pas fait le service après-vente. Maintenant, si la Russie veut voler au secours des pays africains aujourd'hui, je crois que beaucoup de pays seront tentés à vouloir adhérer à cette proposition de la Russie, d'autant plus que il n'y a pas trop de complications dans l'acquisition des matériels militaires avec la Russie. Par contre, pour acquérir les militaires, les armes et tout ce qui va avec les pays de l'Occident, c'est tellement compliqué que nos pays n'ont pas le droit d'aller sur le marché acheter les armes. Oui. Il va falloir qu'ils passent par la France qui va passer par une commission de son ministère de Défense et de son armée. Alors, nous sommes dans une situation qui demande à ce que les besoins soient satisfaits automatiquement, et partout ça se fait sentir. Voilà que la Russie propose non seulement les armes, il propose aussi la formation, il propose aussi le service de sa société, entre parenthèses Wagner, qu'il envoie sur le terrain. Donc toutes choses qui font que les pays qui sont aujourd'hui plus attaqués par ces terroristes-là ne cherchent pas de midi à 14h à coopérer avec la Russie, ne serait-ce que pour trouver des solutions adéquates pour repousser les terroristes. Donc voilà un peu, je peux dire aujourd'hui que la Russie a beaucoup de chance à avoir les pays, surtout sahéliens, de son côté. La preuve, vous allez constater que le Mali, sans demander à qui que ce soit, est parti en courant dans les mains de la Russie. Le Burkina Faso bientôt va lui emboîter le pas. Et puis peut-être qu'il y en aura d'autres pays qui vont vouloir aller vers la Russie, malgré que l'Occident aussi fait des clins d'œil. N'oublions pas les tournées qu'ont entrepris les responsables du ministère des Affaires étrangères des États-Unis. Il y a aussi la France qui envoie ses émissaires sur le continent, ne serait-ce que pour tenter d'éloigner alors la Russie de ses précarés. Mais je dis que le bal est ouvert, le match sera discuté âprement. D'accord. Alors aujourd'hui, on comprend, la Russie a compris les enjeux sécuritaires sur le continent. Il faut le dire, la présence russe sur le continent n'est pas nouvelle parce que en matière sécuritaire, elle fournit beaucoup de matériel aux États. Est-ce que ça veut dire, quand on comprend ce que dit le chef de la diplomatie russe, que l'engagement va être beaucoup plus direct, la Russie va pouvoir intervenir pour appuyer ces États? Oui, c'est la question. Oui, ben, la Russie, la déclaration a été très claire de la part de Lavrov lors de sa visite de 2 jours à Bamako. Il faut noter avec intérêt que les liens d'amitié et de coopération de Bamako et Moscou maintenant n'est pas une chose à démontrer à qui que ce soit. C'est déjà acté et que les deux pays de taille exceptionnelle vont rebousser chemin ensemble pour faire quelque chose pour le continent, surtout le continent africain en bénéficiera en grande majorité. Effectivement, le ministre des Affaires étrangères russe a martelé effectivement qu'ils feront tout possible pour que la paix revienne au Mali à travers la formation, le développement économique, non seulement le développement économique aussi, mais l'aide humanitaire. Et l'aide humanitaire, ça ne s'arrête pas toujours à l'aide humanitaire, mais ils vont aider aussi l'État malien à travers la formation de ces combattants qui sont les FAMA, à lutter efficacement contre les terroristes qui sont basés au nord et du pays et à peu près le Sahel. Oui, mais tout ça là, est-ce que ce n'était pas aussi déjà contenu dans les accords qu'il y avait avec la France? Elle devait faire tout ça là aussi? Mais depuis que la France est là-bas, depuis la mort de Kadhafi en 2011,
Vous n'êtes pas sans savoir que la France est l'un des partenaires privilégiés du Mali. Mais le mal du siècle demeure toujours. Et il faut voir combien d'attaques sous la coopération française le Mali a connu. Mais le Mali est là, la France est là avec tout son arsenal de guerre. Les détectives les moins sophistiqués pour au moins contrecarrer ces groupes djihadistes. Mais le mal demeure toujours, ce qui fait que les Maliens, les autorités maliennes de transition pointaient du doigt accusateur la France elle est derrière ces groupes organisés qui sont au nord du pays, qu'ils détiennent des informations les plus sûres au moment venu à prouver à la face du monde. Donc la France disposait des moyens pour lutter contre les terroristes, mais chose étonnante, c'est comme si cette France devient des parrains ou bien des sponsors privilégiés des djihadistes aux côtés des forces loyalistes, ce qui fait qu'aujourd'hui les Maliens ont pratiquement tourné le dos et surtout les autorités maliennes ont décidé enfin, une fois de bon, de tourner le dos à la France à travers, c'est depuis 2021 que cette coopération française au Mali a été rompue. Mais, Koscigan, à côté, est-ce que présenter sous cet angle la question du terrorisme, la question sécuritaire qui se pose dans le Sahel aujourd'hui, est-ce que c'est juste un problème de partenaires qu'il faut changer? Non, pas nécessairement changer, il faut peut-être varier. Il faut peut-être plutôt chercher à élargir le nombre de partenaires ou le nombre de partenariats pour pouvoir aller à l'encontre de ces terroristes-là. Vous savez que d'un côté, certains disent si ceux-ci viennent, nous on n'est plus là. Oui, vous savez, la France et les pays occidentaux ont beaucoup d'intérêt en Afrique. Au fait, la Russie était là, mais la Russie n'était pas sur tous les fronts. La Russie n'était pas trop intéressée au sous-sol africain dans un premier temps. Or, tout le monde sait que là où est la France, c'est parce qu'il y a un haut dirigeant français qui a dit ils n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Donc, les intérêts de la France sont à protéger. Il y a l'Allemagne aussi qui a ses intérêts. Il y a les États-Unis qui ont leurs intérêts. Raison pour laquelle ils font pieds et mains pour que la démocratie à leur manière alors soit adoptée en Afrique. Or, eux, ils ont mis des siècles durant pour arriver à arrimer la démocratie à leur culture et à leur vie de chaque jour. Mais on veut que l'Afrique y accède et soit au même niveau que ce qui est infaisable. Donc moi je dis aujourd'hui, la Russie se réveille de son sommeil et voudrait aussi, de par la guerre qui se fait en Ukraine aujourd'hui, avoir la position de l'Occident vis-à-vis de l'Ukraine, qui veut passer par l'Ukraine pour détruire la Russie. La Russie veut aussi alors prendre du terrain ici en Afrique, en contrepartie, ne serait-ce que pour faire du mal à la France et démontrer aux Africains qu'ils avaient un partenaire qui ne pense que à soutirer ou à leur soutirer leur richesse, mais ne pense jamais à leur bien-être. C'est pourquoi, d'ailleurs, la Russie le dit, moi je vous apporte des armes, je vous apporte des solutions pour bouter les terroristes dehors, et en dehors de ça, la Russie n'est pas intéressée. Vous allez constater que... Est-ce que ça, c'est pas juste un discours Mais c'est un discours diplomatique, tout à fait. La Russie n'est pas non plus là pour les beaux yeux. Écoutez, vous allez constater que même en Afrique, ceux que nous qualifions de dictateurs, la Russie ne les a jamais dénoncés. Et puis la Russie n'envoie jamais d'observateurs pour suivre des élections. Il est toujours du côté du pouvoir. Donc moi j'ai dit, c'est beaucoup de choses qui aujourd'hui tirent le drap vers la Russie. Aujourd'hui, la Russie a changé le ton de sa diplomatie, ce qui est sûr. Il y aura encore d'autres pays africains qui vont suivre le pas du Mali, du Burkina Faso et autres, parce qu'aujourd'hui, tout le monde en a marre de la politique française. Écoutez, nos ports font des milliards à la France. Vous allez constater que, même si je prends notre exemple ici, le quai qu'on a concédé pour 35 ans à Bolloré, combien il a investi? Et puis les travaux ne sont pas finis. Aujourd'hui, Bolloré a passé la main ou a vendu
vendu alors ses actifs à MSC. Ça voudrait dire que tout ce qu'il avait promis faire sur ce quai-là, alors stop, on ne le fera plus, mais les sous y vont. C'est tout ça qui fait aujourd'hui que la jeune génération africaine a de mailles à partir avec cette France-là qu'on voit décimer notre avenir, bien sûr, de connivence avec certains de nos dirigeants. Qui sont formés dans leurs écoles. Donc la Russie apporte un discours de soutien à nous, peut-être les Africains qui ont été délaissés par la France. Je vois en face de cette tsunami le terrorisme qu'ils ont créé eux-mêmes. Aujourd'hui, l'Occident utilise le terrorisme pour déstabiliser les pays de la sous-région. C'est-à-dire que vous n'êtes pas avec la France, vous aurez toujours des attaques. Dans votre pays, vous êtes avec la France, les terroristes vous épargnent. C'est des signaux qui font croire que ces terroristes-là sont entretenus par alors la France et l'Occident. Toutes choses qui font aujourd'hui que le discours de la Russie doit être suivi. D'accord. Alors, le patron de la diplomatie russe a également, dans ses propos, promis un engagement sur le continent. Un continent qui, dit-il, je cite ces mots, est confronté aux approches néocoloniales. Est-ce que l'approche russe aujourd'hui ne peut pas, à raison aussi, être qualifiée de néocoloniale? Oui, on peut, bon an mal an, accepter que l'approche russe aussi en Afrique est aussi néocoloniale, mais il faut voir avec des intelligences et des analyses pragmatiques au moins cette Russie qui est présente aujourd'hui sur le sol africain peut changer quelque chose, peut bouter quelque chose. Raison pour laquelle même, à peu près 1 an de présence, ou bien 2 ans de présence au sol malien, aujourd'hui, les attaques djihadistes sont rares. Mais permettez-moi de faire un rétropédalage pour vous dire que depuis le 28 juin 1914, à travers la Première Guerre mondiale qui a éclaté le 28 juin 1914, et terminé le 11 novembre 1918. Vous avez encore de la mémoire sur ces choses. Et terminé le 11 Tant novembre. que moi, ça ne me rapporte pas de l'argent, je ne vais pas me rappeler de ça. Effectivement, donc juste pour recadrer l'histoire un peu, terminé le 11 novembre 1918, dans un wagon à rotonde, et la Première et la Deuxième Guerre mondiale éclatée le 1er septembre 1939 à 5h45 au moment où les gens dormaient. La Deuxième Guerre mondiale s'est terminée en 1945. La Russie, qui était l'ex-URSS, a été victime de beaucoup de choses des Occidentaux et de l'OTAN. Aujourd'hui, la Russie a été capturée entre-temps. Elle n'a même pas de sol, elle n'a même pas de territoire sous tutelle, elle n'a rien ici en Afrique. Est-ce que c'est juste ça? Il faut avoir, parce que quand nous dénonçons le colonialisme, tout le monde dénonce aujourd'hui 1885, la conférence de Berlin, où l'Afrique a été morcelée en gâteau. Est-ce qu'aujourd'hui, on va dire, bon, tiens, la Russie n'a rien en Afrique, la Russie aussi va venir chercher sa part. L'Afrique, c'est pas la part à quelqu'un non plus. Non, j'en viens. La Russie étant victime du colonialisme, de ces Occidentaux et aussi l'Afrique, toujours dans les mailles de ces Occidentaux, au moins les deux là, qui sont déjà des victimes résignées, doivent se raconter, concerter et trouver les voies et moyens au moins pour contrecarrer ces velléités colonialistes. Donc aujourd'hui, il urge à ce que les pays africains, surtout ceux du Golfe, de Guinée et du Sahel, maximisent leurs efforts pour au moins voir avec qui collaborer. Il ne suffit pas de collaborer avec les anciennes classes là, ou bien le système classique occidental, mais il faut au moins tourner au moins son regard au niveau de la Russie. Donc vous pensez qu'avec la Russie, ce n'est pas du néocolonialisme? Non, même si c'est du néocolonialisme, il y a au moins un fruit déjà qui est un peu visible partout, ici et ailleurs. Tout le monde maintenant applaudit la Russie. La Russie n'est pas là seulement comme la France, qui dit qu'à travers Mitterrand, qui dit que la France n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts. Marcel Aguessino, en 2011, je pense bien, lorsque la France s'engageait au Mali, 2011 si j'ai bonne mémoire, oui, c'est 2011. On l'a applaudi aussi. Oui, ça dépend de la feuille de route présentée aux Maliens.
Est-ce que les Africains ont suffisamment tiré les leçons de cet épisode aujourd'hui pour discuter avec les Russes en gagnant-gagnant? Oui, gagnant-gagnant déjà là au Mali. Aujourd'hui, les Maliens vendent au moins leur or de haute qualité à qui il veut. Donc aujourd'hui, ce n'est pas contrôlé par une seule puissance. Même si c'est contrôlé aujourd'hui par la Russie à travers la protection du territoire, au moins, il y a au moins 50% gagnant-gagnant. Mais à l'époque, tel n'était pas le cas. Et nos ressources sont dilapidées, sont vendues moins chères, sont données à vil prix à la France. Et 98% de nos ressources reviennent à la France. Et c'est le 20 restant là pour ça là que nous les Africains détiennent. C'est un peu bizarre. Ça fait qu'on ne peut pas aussi continuer éternellement viténam avec cette France. Est-ce que vous pensez que les Africains, ceux qui s'engagent aujourd'hui avec la Russie, ont compris les enjeux, sont suffisamment mûrs pour discuter maintenant? Non, pour le moment, je crois que c'est l'euphorie totale. Les gens, c'est des rêves inouïs, surtout par cette histoire de panafricanisme, les activistes qui voient en la Russie un messie, mais je crois que c'est aller hors sujet. Je crois que le moment est venu pour que les Africains alors se remettent en cause et cherchent les voies et moyens par lesquels ils doivent se développer et parer éventuellement à tous les problèmes que l'Afrique doit connaître. C'est-à-dire quoi? Ne pas attendre seulement que le messie vienne de l'Occident ou de la Russie, mais prendre des responsabilités, financer à coups de milliards les recherches dans nos différents pays et chercher aussi à enclencher le développement par tous les moyens. Cela passe par la bonne gouvernance, cela passe par la redistribution des biens et la redistribution équitable des biens de l'État. Cela passe par la bonne citoyenneté de tous les Africains. Mais qu'on dise que c'est la Russie qui viendra nous sauver, je dis c'est toujours le colonialisme, parce que la Russie ne viendra pas faire Papa Noël en Afrique. Pas du tout. Donc, je dis, c'est carrément endormir la population pour dire que la Russie viendra tout faire. Non, la Russie aussi vient pour gagner ce qu'elle n'a pas pu gagner il y a longtemps. Point, c'est tout. C'est un nouveau marché, d'autant plus qu'elle est coincée aujourd'hui dans les pays européens, dans les pays occidentaux. Il vient chercher un marché neutre. Ici, un marché ouvert où tout est acheté. Tout est à commander peut-être dans les pays occidentaux et en Chine. Donc la Russie vient chercher sa part de marché pour que ces oligarques alors tournent leurs affaires vers l'Afrique. Aujourd'hui, je crois que toutes ces sanctions qui leur sont imposées, l'Afrique ne peut pas alors s'arroger tous ces droits pour bloquer leurs avoirs et tout. Donc c'est un nouveau terrain sur lequel il faut envoyer les entreprises russes pour pouvoir s'implanter et faire des affaires. Mais moi je dis, la solution est que les Africains prennent en main leur destin en partant à zéro. Voilà, ça passe par la formation, ça passe par le financement des recherches, ça passe aussi par la paix et la sécurité. Ce n'est plus la peine aujourd'hui que pour un seul pays, et à cause de la politique, nous-mêmes les Africains, nous mettons nos pays en feu et en sang. Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas aussi la peine qu'à cause de la politique, il y a un déchirement social. Ce n'est pas la peine. Donc, c'est le moment d'aller vers l'essentiel. Mais malheureusement, nous faisons du copier-coller, un suivisme qui ne dit pas son nom, ou la classe intelligentsia qui doit normalement apporter alors beaucoup de solutions pour le développement du pays, est soit capturée par l'Occident ou soit capturée par la Russie, pour lesquels ils travaillent, pour lesquels ils préparent les esprits faibles, afin que voilà, nos ressources leur soient confiées et on nous promet peut-être un temps messianique qu'on ne connaîtra jamais. Avec la Russie, le Mali est déjà pleinement engagé. Le Burkina ne se prononce pas, mais Sergueï Lavrov a dit nous allons leur apporter notre assistance pour surmonter ces difficultés. Et il dit cela concerne la Guinée, le Burkina Faso et le Tchad, et en général la région sahélo-saharienne et même les pays riverains du golfe de Guinée. En fait, il cite ce qu'on appelait ou qu'on continue d'appeler le précaré français. Dans son allocution, bien dans son discours de circonstances, il a effectivement martelé ce soutien aux pays du Golfe de Guinée en passant par le Sahel. Aujourd'hui, le Sahel compte 5 pays, Mali, Mauritanie,
Burkina, Tchad, etc. Ouais. Donc de là, on a vu, selon nos sources bien renseignées, on a vu que le Mali, lorsque le Burkina avait énoncé qu'il va se retirer du G5 Sahel, il y a un balai diplomatique qui a eu lieu au Burkina Faso à travers les ministres des Affaires étrangères de la sous-région qui ont plaidé, qui ont fait pieds et mains pour que le Burkina ne se retire pas pour fragiliser sur le G5 Sahel. Parce que le Mali aujourd'hui... On a l'impression que le G5 Sahel est en état de mort cérébrale. Oui, cérébrale, mais ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a... on va encore continuer le chemin avec l'ancienne colonie qui est la France, qui a prouvé, qui a prouvé ses limites en Afrique de l'Ouest, surtout francophone, parce que vous n'êtes pas sans savoir que toutes les élections qui ont été organisées ici en Afrique, que ce soit présidentielle, etc., la France a toujours une formule magique pour féliciter peut-être le dictateur au vu et au sud de tout le monde. Ce qui fait qu'il n'y a même pas la démocratie, alors que vous êtes un modèle de démocratie, une grande puissance modèle de démocratie. Supposément. Mais vous collaborez et vous aimez imposer des dictateurs aux peuples africains. Je voudrais venir peut-être, à mon avis, vous savez, la France n'a pas réussi à nous exploiter sans l'aide d'un autre. C'est aussi ça la réalité. Sans l'aide d'un autre. C'est-à-dire, c'est avec les Africains, la France arrive à piller. Il y a toujours un épouvantail qu'ils réussissent à mettre au pouvoir. Tout à fait. Et qui leur concède alors tout ce qu'ils veulent. Donc, moi, j'ai dit aujourd'hui, c'est là où je demande que cette classe, les cadres formés en Occident ne soient pas toujours clonés en leur faveur. Parce que tous ceux qui sont partis en France se faire former, quand ils reviennent ici, eux-mêmes ils vivent comme les Européens. Vous allez voir nos frères qui ont fait des hautes études en Europe, quand ils reviennent, aller chez eux-mêmes, c'est un problème. Vous ouvrez leurs portes, c'est un problème. Même quand vous arrivez à entrer dans la maison, à rentrer dans sa maison, on vous met quelque part et c'est peut-être quand il sort pour aller au bureau, il te dit comment ça va. Il ne veut même pas que tu le touches. Dans nos villages, alors qu'est-ce qu'ils ont fait pour montrer qu'ils sont natifs de ce village-là? Tout ce qu'ils ont ici comme avoir, ils les retournent, les déposer dans les banques et les paradis fiscaux en Occident. Ce qui fait que là-bas, l'économie est toujours en bonne forme. Donc moi j'ai dit, et puis ce sont les grands pilleurs de nos économies. C'est eux qui signent les grands contrats en faveur de la France. Donc moi j'ai dit, la France n'a pas fait tout ça sans nous-mêmes. C'est-à-dire, la France exploite nous-mêmes pour alors nous piller. Donc moi j'ai dit, quelque part, il faut un sursaut patriotique des Africains aujourd'hui. Parce que, quoi qu'on dise, on décrit la France, c'est vrai, mais c'est la population et les esprits faibles qui décrivent la France. Mais les contrats officieux signés entre la France et nos États demeurent. Jusqu'alors, personne ne sait comment alors ces choses-là se passent. Nous ne sommes pas dans les secrets des dieux. La preuve, Bolloré n'a fait que faire ce cinéma, dire qu'il a vendu ses actifs à MSC, mais il demeure dans MSC. Ah oui. Donc ça veut dire que nos ports alors produisent des milliards pour la France chaque jour. Parce qu'ils ont pris la partie charnière des opérations portuaires qui est la manutention. Un port qui n'a pas sa manutention, c'est comme une mairie qui va aller vendre des tickets. C'est là le problème. Nous ne gagnons plus rien dans nos ports. Et puis, aujourd'hui, pour la construction des grandes routes, c'est des entreprises françaises. C'est maintenant, il y a les entreprises africaines qui les titillent, mais parfois, depuis la France, ils font des lobbying. On leur concède beaucoup de choses que nous-mêmes, nous ne connaissons pas. Et puis, le CFA. Le CFA, la grande partie de cette monnaie demeure toujours dans les caisses d'échange là-bas en France. Alors, tout ça là ne font pas que l'Afrique a sa propre monnaie. L'Afrique n'a pas la main sur son économie, l'Afrique n'a pas la main sur ses ressources minières. Jusqu'alors, prenons le cas du Togo, nous vendons notre phosphate toujours à l'état brut.
Or, le phosphate transformé devient de l'engrais. Il y a une partie qui devient de l'acide chlorhydrique ou sulfurique qu'on peut mettre dans les batteries et utiliser pour faire d'autres choses. Mais depuis lors que nous exploitons le phosphate, c'est toujours vendu à l'état brut. Maintenant, les fruits les retombées à vendre ce produit brut ou à le transformer sur place. Supposons que nous transformons notre phosphate ici, nous devons avoir automatiquement une agriculture productive et plus florissante. Donc moi j'ai dit, c'est nous-mêmes les Africains qui ont permis à ce que les pays occidentaux nous utilisent. Et puis, c'est ce que nous faisons tout à l'heure là, en ouvrant grandement nos portes pour la Russie. Mais la Russie ne vient pas alors pour nos beaux yeux. Il vient pour ses intérêts. Après quelques années, nous allons commencer par décrire la même Russie. Moi, je dirais simplement que les puissances n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts. Tout à fait. Ce que notre aîné vient de dire, c'est vérifié et vérifiable. Mais n'oublions pas l'histoire que les premiers dirigeants africains qui ont osé pointer leur nez face à l'adversaire qui est l'ancienne colonie, l'ancien colonisateur aujourd'hui, c'est qui est la France, tous ont été assassinés. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire au moins pour contrecarrer ces gens? Il faut des partenariats gagnant-gagnant, mais à travers des puissances aussi qui ne parlent la même voix comme les Européens. Est-ce qu'on ne peut pas faire aussi j'ai envie de dire, dans le partenariat sud-sud entre pays africains, mais pour être beaucoup plus fort plutôt que de toujours compter sur des puissances dont les intérêts sont ailleurs? Ça commence par venir. Avec il y a le Burkina, Mali, Guinée et la Guinée. Mais la fois dernière, avec ce partenariat entre les trois pays-là, le Burkina est en train de se lever contre la France. C'est la raison pour laquelle l'État burkinabé a donné l'ultimatum à la France de se plier sur son territoire. Bon, c'est plutôt à l'opération Sabre. Ils disent qu'ils n'ont pas rompu avec la France officielle. Rompu avec l'opération Sabre, mais c'est quelque chose de diplomatique. Et le Burkina ne voulait pas. Pensez que c'est l'arbre qui cache la forêt. Effectivement. D'accord. On va évoluer vers le second sujet. On va parler maintenant de la remise de ce prix, le prix Houphouët-Boigny. Le prix célèbre cette année son 50e anniversaire d'existence. Ça fait 30 ans que celui dont le prix porte le nom a disparu, l'ancien président ivoirien Houphouët-Boigny. Eh bien, ce prix a été attribué il y a 2 jours à Yamoussoukro, dans la capitale et la capitale de la Côte d'Ivoire. Eh bien, tenez-vous bien, c'est Angela Merkel, l'ancienne chancelière allemande, qui a été lauréate de ce prix. Selon les responsables du prix, eh bien, c'est son action, l'action d'Angela Merkel lorsqu'elle était chancelière, son action en faveur des réfugiés. C'est ce que dit le communiqué du jury. Vous savez qu'il y a eu ce qu'on peut appeler une crise de réfugiés en Europe, avec l'afflux massif de réfugiés de pays en guerre tels que la Syrie, l'Irak, l'Afghanistan. Et grâce à l'action et au courage de la chancelière Angela Merkel, son pays a accueilli 1,2 million de réfugiés. Et cette action est récompensée donc par le prix Félix Houphouët-Boigny. Je vais donner la composition du prix. Il y a une enveloppe financière de 150 000 dollars, ce qu'elle a d'ailleurs promis donner à l'association ivoirienne d'aide à l'enfance en danger, la NAED. Voilà, dans le fond, Kosiga Akwete, un prix qui va aller récompenser une ex-chancelière pour son action dans l'accueil des réfugiés syriens, irakiens, afghans, quand on sait ce qu'on fait endurer aux réfugiés africains. Oh, vous savez, porter aujourd'hui la peau noire devient peut-être un péché. La peau noire, même en Afrique, la peau noire n'est pas acceptée dans l'Afrique du Nord. Nos frères de l'Afrique du Nord nous considèrent comme des gens à éviter à tout prix. Donc, c'est vrai que c'est un geste humaniste que Angela Merkel a fait aux Syriens, aux Afghans et autres, mais bon, on a constaté que ce soit en Somalie, que ce soit au Mali et tout, il y a eu la guerre, l'Allemagne, sous son règne, n'a pas ouvert ses portes à nos frères africains. Mais bon, si aujourd'hui le prix Houphouët-Boigny lui a été décerné, je crois que c'est à cause de cet humaniste-là. Mais je constate que c'est aussi parce que
au cours de son règne, elle n'a pas permis que la guerre de l'Ukraine se passe, parce qu'elle a tout fait pour empêcher en son temps que ce que nous vivons aujourd'hui en Ukraine ne se passe. C'est parce qu'aujourd'hui, les Allemands aussi ont prêté main forte. Alors aux États-Unis, qui est le maître de guerre, le maître d'œuvre de cette guerre-là, voilà, Angela Merkel n'a pas du tout laissé un seul centimètre à Zelensky, qui est intronisé là-bas par les États-Unis pour faire la guerre aux Russes. Donc je pense aussi que c'est à cause de cette démarche d'Angela Merkel qu'elle a été primée par ce prix. Wad aussi avait reçu ce prix, et puis il y en a d'autres, Nelson Mandela, De Klerk et tout. Mais seulement, je serais plus content si on m'a dit qu'elle avait ouvert ses portes à nos frères maliens, à nos frères burkinabés, à nos frères somaliens, c'est-à-dire tous ces pays africains qui ont eu à être décimés par la guerre. Entre-temps, que Angela Merkel leur avait ouvert la porte. Mais malheureusement, ce n'est pas ça. C'est toujours aux gens qui ont la peau blanche, qui sont toujours primés par Merkel en Allemagne. Bon, vivement que les dirigeants européens et autres tournent aussi leur cœur d'humanisme vers nous. C'est ce que j'aurais souhaité. Est-ce que le fait que Angela Merkel ait accueilli 1,2 million de réfugiés de ces pays qu'on vient de citer, est-ce que c'était simplement par humanisme ou bien il y avait aussi derrière un calcul économique? C'est de la main-d'œuvre bon marché. L'Allemagne est un pays industrialisé qui avait aussi besoin de cette main-d'œuvre. Hein. Effectivement, l'Allemagne, comme tu viens de le dire, a besoin de main-d'œuvre forte pour au moins relancer son économie. Et si vous regardez un peu la population allemande, c'est une population qui tend vers une population vieillissante, comme la population japonaise. Et la population japonaise bat le record, si j'ai la bonne mémoire, en termes de vieillissement. Donc les Blancs, comme notre aîné vient de le dire, les Blancs sont tellement intelligents et visionnaires. Ils anticipent les problèmes et trouvent régulièrement les solutions au moment où les Africains sont à la traîne. Donc, Angela Merkel, durant 16 ans de règne, lorsqu'elle était aux affaires, 16 ans, elle a fait beaucoup de choses pour son Allemagne et pour le pays et pour le continent occidental, entre guillemets, et l'OTAN. Mais je dirais aujourd'hui que ce prix, elle est venue en Afrique pour prendre ce prix en termes de leadership, parce que le prix est baptisé d'abord le prix UNESCO, baptisé prix Houphouët-Boigny. Donc c'est vrai, un prix Houphouët-Boigny décerné à une blanche qui, après avoir terminé tout sa carrure, tout son plan politique maintenant est en retraite. Maintenant on vient de la primer. Moi je vois que c'est un non-événement à mon niveau, parce que nous les Africains, il y a des guerres qui ont eu lieu lors de son mandat, lorsqu'elle était aux affaires durant ces 16 ans. Elle n'a pas soulevé ou bien montré ses petits doigts pour dire stop, mes amis, arrêtez d'aller tuer les Libyens, arrêtez d'aller déterrer Gbagbo de son bouquet en Côte d'Ivoire à l'époque, mais ils se sont fait complices pour soit tuer Kadhafi de l'autre côté de Libye et maintenant arrêter Gbagbo et continuer pas piller nos ressources en Afrique au jour au jour. Donc ce sont des choses qui révoltent en voyant comment est-ce que les Blancs là sont organisés. Il faut voir que même si le lot du problème provient de nous les Africains même, il faut dire que nous sommes sous pression de quelque part, parce que nous n'avons pas tous les moyens nécessaires pour au moins contrecarrer du jour au lendemain ces prédateurs qui sont des Occidentaux. Donc aujourd'hui, elle a eu son prix et elle voudrait déverser ça pour soutenir quelques personnes, peut-être en Côte d'Ivoire là-bas, je ne sais pas. Ça, c'est 50 000 $. Ouais. Donc, c'est bon. Ça fait autour de 90 millions de francs CFA. 90 millions de francs CFA. Nous-mêmes, si on traite bien nos ressources minières, peut-être en une minute, on peut trouver 90 millions de $. Là. Donc, c'est ou bien de francs CFA. Là. Ouais. Donc, il faut dire que ce sont des gens tellement organisés
prêts chaque jour, au jour, à piller nos ressources et à dompter. Là, c'est la Côte d'Ivoire qui allait l'inviter. Même si la Côte d'Ivoire... je crois qu'il y a aussi la main de l'UNESCO dedans. Oui, la main de l'UNESCO. C'est un prix UNESCO, il faut bannir. L'UNESCO aujourd'hui ne pèse plus en Afrique, même en passant par OIT, là, sont des organisations, des affiliés de... Non, je crois que l'UNESCO est un grand partenaire pour l'éducation, je crois. L'éducation aujourd'hui, c'est l'UNESCO. C'est l'UNESCO qui a dépouillé nos écoles aujourd'hui. Oui, bon, on ne va pas faire ce procès aujourd'hui. Quel est le gain politique de ce prix pour la Côte d'Ivoire? Non, je crois que Alassane Ouattara a profité de cet événement pour afficher une union de lui-même, de la classe politique avec des anciens présidents. Voilà, c'est une bonne visibilité qui ramène aussi la paix interne à la Côte d'Ivoire pour que tous ceux qui sont de tous les bords, c'est-à-dire que ce soit du bord Gbagbo, du bord l'autre, Ouattara et Bédié, alors puissent comprendre que voilà, nous sommes unis pour la paix intérieure de la Côte d'Ivoire et puis pour rassurer peut-être les investisseurs qui peut-être vont encore craindre ces velléités-là et ne pas vouloir venir investir en Côte d'Ivoire. C'est une bonne chose. Je crois que c'est pourquoi même ils ont demandé à ce que la cérémonie soit organisée en Côte d'Ivoire. Puisque parfois il y a d'autres pays qui délocalisent et vont le faire ailleurs, surtout en France, mais ils ont tenu à le faire chez eux. Je crois que à l'actif, c'est très bon, c'est une bonne image. Nous avons vu Gbagbo, Bédié et Ouattara. Je crois que Bédié même a dansé avec plus loin, quand vous suivez la séquence, quand Magic System animait, Bédié a esquissé quelques pas de danse. C'est toujours bon à voir. Même si à l'interne, la politique demeure ce qui les divise, au moins apparemment, on sent un peu que voilà, il y a de l'eau mis dans le Jamakoudi, comme le dit Alassane Ouattara, même de tous les côtés. Donc je dis, c'est une bonne chose. Mais pour les fois prochaines, j'aurais aimé qu'on voie aussi les Africains qui sont en train de lutter pour faire quelque chose de positif sur le continent. Il faut aussi les primer. Et il ne faut pas aussi laisser la main aux Blancs de nous désigner. Et alors, ceux qui vont toujours bénéficier de ces prix-là. Alors, il y a autre chose aussi qui m'a fait, deux choses qu'on évoque brièvement. C'est que la dame, elle reçoit le prix, 150 000 $. On le dit, ça fait 90 millions de francs CFA, c'est pas petit non plus. Mais elle décide de reverser à une association ivoirienne d'aide à l'enfance en danger. C'est quand même un geste fort. Hein. Oui, c'est un geste fort, mais elle allait le faire depuis. C'est maintenant qu'elle vient d'être primée. Voilà. Lorsqu'elle est aux affaires, elle a au moins, avec son carnet d'adresse et son poids, 90 millions de francs CFA, c'est peu. L'Allemagne a financé des projets sur le continent. Oui, mais reverser par exemple, la décentralisation au Togo, vous savez qu'on doit ça à l'Allemagne. Oui, la décentralisation, grâce n'eût été l'appel de cri là que les partis politiques ont commencé depuis des années, même depuis 1990, à travers la Constitution, qu'il faut des réformes, en passant par l'APG, qu'il faut au moins faire une réforme constitutionnelle, tout ça là. Mais moi, dans le fait qu'elle prenne le prix, je sais qu'Angela Merkel, ce n'est pas 90 millions qui est son problème. Non. Mais qu'elle dise, je reverse à l'Association ivoirienne d'aide à l'enfance en danger. Oui. Je vois le geste qui est derrière. C'est une annonce, c'est un geste. Et je vois d'autres personnes dans cette situation qui ne feraient pas ça non plus. Effectivement, c'est un grand geste. Parce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui a ses réfugiés chez nous ici au Togo aussi. Donc ils sont repartis déjà. La dernière vague est repartie. Mais il y a officiellement. Officiellement, il y a certaines personnes qui sont toujours sur les lieux. Donc il faut dire que si aujourd'hui l'ancienne chancelière allemande a décerné ce prix et l'a reversé sur nos petits frères qui sont là-bas, qui souffrent au jour, alors qu'il y a des riches en Côte d'Ivoire, il y a des riches qui ont dans leur actif, on peut trouver même 2 milliards, 4 milliards oubliés peut-être dans des bunkers. Qui n'arrivent même pas à financer un petit forage de dans leur millions dans une petite localité. Là-bas. Voilà qu'il y a une étrangère qui est venue maintenant prendre un prix. Si c'est nous les Africains,
ce prix-là, immédiatement, on devait revenir avec ce prix en Afrique. Voilà qu'elle a laissé ça en Côte d'Ivoire. Elle sait que les réalités sont, les problèmes sont réels là-bas en Côte d'Ivoire. Elle sait que, bon, Ouattara ne veut pas tout faire. Il faut l'aider politiquement et sur le plan humanitaire, au moins à vaincre certains mal sur son territoire. Alors, deuxième fait marquant, c'est que la dame, elle vient avec quelques gardes-corps et tout, dans un vol commercial. Elle n'a pas pris un jet privé, elle n'a pas pris un avion gouvernemental, elle a pris un vol commercial, celle qui a été pendant 16 ans l'une des plus puissantes dames au monde. Vous savez, c'est ce comportement très exemplaire qu'ont, je dirais, les Occidentaux en eux, qu'ils soient chefs d'État, qu'ils soient Premier ministre, une fois la charge passée, ils deviennent des gens normaux, c'est-à-dire ils vivent normalement comme tout autre. Et puis, c'est des gens qui n'aiment pas la gabégie, qui n'aiment pas faire perdre les sous. Voilà, vous avez dit, si c'était un des nôtres, il irait là-bas avec un jet privé. Je me souviens, j'étais au Sénégal, quand Abdoulaye Wade était parti en France prendre ce prix-là. Il était parti avec tout un avion rempli avec ses ministres et tout. C'est vrai que les sous qui lui ont été donnés a été reversés au jardin d'enfants qu'eux ils appellent là-bas la case des tout-petits, mais avoir les sous qu'il a débloqués pour faire ce voyage, l'aller-retour, ça dépasse 10 fois le prix reçu. Mais lui, il est venu alors en vol commercial. Alors, même s'il a donné ce prix à une ONG ivoirienne, ça voudrait dire qu'en amont, il a fait un travail. Elle a demandé à faire un travail, chercher peut-être une ONG sérieuse qui peut alors redistribuer ce bien-là et le mettre peut-être en faveur des enfants déshérités. Et puis, ce qui est sûr, c'est soit l'ambassade d'Allemagne qui a pu retrouver alors cette ONG à qui elle va concéder les 100 et quelques mille de dollars. Donc, ça voudrait dire que nous avons à apprendre aussi de cette vie que mènent alors les grands politiques occidentaux, les grands politiques allemands, qui tiennent alors à ce que l'argent ne soit pas dépensé pour le plaisir, mais à mettre en faveur du grand nombre. Ce qui nous manque ici. Il suffirait qu'on soit un petit directeur, qu'on soit un ministre, oh c'est fini là. Il faudrait qu'on mette alors les dédits publics en danger au cours de nos voyages et tout. C'est ça. Malheureusement, c'est ça. Et puis, vous avez constaté que la fois dernière, il y avait aussi Macky Sall qui a fait l'exemple. Oui, mais au Bénin, c'est chose courante. Ces talons, si ce talon ne va pas en une visite officielle, il est toujours dans les vols commerciaux. D'accord. Voilà. Il y a un changement de mentalité à ce niveau et on espère que ça s'étende parce qu'un voyage du chef de l'État, ça coûte les yeux de la tête. Mais malheureusement, il faut faire encore secours à beaucoup de chefs d'État dans des pays. On va aller à la pause, hein. C'est 10 minutes, le journal, et puis on revient après.